Les enfants sont rois, partie 15. 6 jours après l'enlèvement de Kimidior, un nouveau courrier parvint à la résidence du Poisson Bleu. Le gardien avertit aussitôt la brigade et en moins d'1 heure, l'enveloppe fut récupérée et rapportée au bastion. Mélanie et son mari venaient d'arriver à la crime, escortés par 2 enquêteurs. Mélanie était plus pâle que jamais et semblait tenir debout avec difficulté. Le visage fermé, tendu, moins affable que les jours précédents, Bruno soutenait sa femme. Il avait maigri, ses traits semblaient s'être affaissés. Face à leur détresse, Clara oublia ses questions de la veille. Épuisés, dévorés d'angoisse, les Dior redevenaient, avant tout, les parents d'une petite fille disparue. Comme la fois précédente, l'adresse avait été écrite au stylo-bille par une main d'enfant et postée du 10e arrondissement. De peur qu'elle ne s'évanouisse, Cédric proposa à Mélanie de s'asseoir, puis il enfila des gants en latex et déchira l'enveloppe avec précaution. Il découvrit un nouveau polaroid de Kimi, assise sur une chaise de cuisine. Le cliché était cadré de près, les murs blancs derrière elle ne leur apprendraient rien de plus. Elle fixait l'objectif, un regard sérieux, intense, indéchiffrable. Cédric Berger déplia ensuite le message qui accompagnait la photo et le lut à voix haute. J'achète la liberté de ma fille. Voici le titre de ta future vidéo. Fais un don de 500 000 € à l'association Enfants sans danger. Annonce ce don sur YouTube et montre la preuve du virement. Si tu fais ce que je dis avant 72 heures, la petite sera libérée. Ce n'est pas Instagram qui contrôle ta journée, c'est moi. Quelque chose était resté au fond de l'enveloppe. Le chef de groupe y plongea la main et en ressortit une minuscule dent de lait. Mélanie fut prise de tremblement. Elle s'empara de la photo et refusa de la lâcher. Il fallut plusieurs minutes pour la convaincre de la laisser à l'identité judiciaire afin qu'elle puisse être analysée et qu'y soient prélevées les éventuelles traces laissées par le ravisseur. Aucune empreinte n'avait été trouvée sur le précédent cliché, mais le type d'appareil utilisé, sa marque et son année de fabrication avaient pu être déterminés. Plus tard, alors qu'il les raccompagnait au rez-de-chaussée, Cédric Berger tenta de rassurer les parents. La petite était vivante et le ravisseur avait formulé une demande. Que celle-ci soit sérieuse ou qu'il s'agisse d'un leurre pour récupérer l'argent, c'était de bonnes nouvelles. La salle de crise allait se réunir en urgence et décider des suites à donner. Par ailleurs, les enquêteurs continuaient leur travail. Surveillance nuit et jour de la résidence, ronde spéciale dans le 10e arrondissement, analyse des bandes de vidéoprotection, vérification de tous les témoignages laissés sur le numéro dédié. À 11 heures, Mélanie et Bruno quittèrent le bastion. La journée s'annonçait longue. En passant par le tunnel, ils échappèrent aux journalistes. Une fois sur le boulevard Berthier, Bruno proposa à Mélanie de marcher un peu avant de s'enfermer de nouveau dans la chambre d'hôtel, mais elle n'avait plus la force. Ils étaient rentrés depuis 1 heure dans leur suite quand Mélanie décida de faire couler un bain. Elle était frigorifiée et ne parvenait pas à se réchauffer. À côté d'elle, Bruno faisait les 100 pas, incapable de s'asseoir. Depuis la veille, ils n'avaient échangé que quelques mots. Bruno l'avait soutenue jusqu'à la brigade criminelle et dans le bureau de Cédric Berger. Elle avait pu s'appuyer contre lui, comme elle le faisait depuis des années, mais il ne l'avait pas prise dans ses bras.
Il n'avait pas tenu sa main, il ne l'avait pas serrée contre lui. Son mari, son cher mari, si fiable et si dévoué. Son mari qu'elle avait trahi. De là où elle se trouvait maintenant, elle pouvait voir la tension de son dos, de ses cuisses, une boule de nerfs, pensa-t-elle, n'osant pas s'approcher. La veille, elle avait tout dit. Elle n'avait pas eu le choix. Car après que Grégoire Larondeau avait été auditionné par les enquêteurs, il n'avait cessé de lui téléphoner. Comment il avait réussi à se procurer son numéro, elle l'ignorait. La première fois, par chance, Bruno n'avait rien entendu. Mélanie s'était éloignée pour expliquer ce qu'elle savait, l'avancement de l'enquête et les moyens mis en œuvre. Avec dureté, elle avait demandé à Grégoire de ne pas la rappeler. Mais 3 heures plus tard, il avait recommencé. À sa voix, elle avait compris qu'il ne s'arrêterait pas là. Quelque chose d'hermétique, qui jusque-là contenait son anxiété, s'était fissuré. Il voulait connaître les détails de l'enquête, participer aux recherches. Il ne pouvait pas rester les bras croisés, alors que sa fille était en danger. Il perdait pied. Alors, comme Clara Roussel lui avait conseillé de le faire, il était impossible, avait-elle répété, que Bruno n'entende jamais parler de l'audition de Grégoire Larondeau. Mélanie s'était décidée à parler à son mari. Sans entrer dans les détails, mais sans omettre l'essentiel, elle avait raconté cette soirée qui avait eu lieu près de 7 ans plus tôt, et la requête de Grégoire, des années après. Les poings serrés, Bruno l'avait écoutée sans l'interrompre. Elle avait vu les muscles de sa mâchoire palpiter, exactement comme ce jour où il en était venu aux mains, en pleine rue, avec un homme qui avait fait mine de cracher sur Mélanie. Puis il s'était levé sans rien dire et s'était enfermé dans la chambre. Tout ce temps, Mélanie était restée assise sur le canapé du salon, parfaitement immobile. Quand Bruno était ressorti, les yeux rougis, il lui avait parlé sur un ton qu'elle ne lui connaissait pas, un ton qui n'autorisait ni le doute ni la contestation. Lui qui était si doux, si conciliant, avait énoncé son verdict. Kimi était sa fille, il le savait. Le débat était clos. Dans le cauchemar qu'il traversait, ils devaient rester unis. Ils n'avaient pas d'énergie à perdre pour des querelles ou des faux pas. Ils avaient un combat bien plus important à mener. Bruno regardait maintenant par la fenêtre. Elle l'entendait respirer. Fort, trop fort. En attendant que la baignoire soit pleine, Mélanie alluma la télévision et tomba sur l'une des chaînes d'information continue. Elle faisait mine de ranger quelques affaires quand elle entendit la voix de sa mère. Elle s'approcha de l'écran avec prudence. Un micro sous le menton, sa mère affichait une mine préoccupée. « Oui, c'est une terrible épreuve pour ma fille et mon gendre. Ils tiennent, bien sûr, mais on est tous très inquiets pour la petite. Si au moins on avait une idée des conditions dans lesquelles elle est enfermée, vous savez bien dans quel état on retrouve parfois les gosses. La police est au point mort, voilà la vérité. Des pédophiles, il y en a partout, monsieur. On ne peut pas s'empêcher d'y penser. » La caméra la filmait de très près, en légère contre-plongée. Son visage paraissait très rouge. « Vous avez des nouvelles de Mélanie ? » ?»« Elle tient le coup. Ils attendent et nous aussi. C'est dur, très dur. » D'un geste vif, Mélanie Clos dirigea la télécommande vers la télévision et se laissa tomber sur le canapé. Bruno n'avait pas bougé. Elle éclata en sanglots. Depuis la disparition de sa fille, elle avait pleuré, mais chaque fois que le sanglot menaçait de la submerger, elle était parvenue à le maîtriser. À plusieurs reprises, elle s'était sentie au bord d'un point de bascule irrémédiable.
une chute ou un effondrement. Et toujours elle était parvenue à contrer la vague, le courant, cette puissance obscure qui l'entraînerait au fond, tout au fond, là où il n'y avait plus aucun appui, aucun secours, là où elle ne pourrait plus se relever. Elle ne pouvait pas se le permettre. Elle devait garder ses forces pour tenir, pour survivre. Mais cette fois, l'assaut était plus puissant. Des spasmes d'une violence inconnue soulevaient sa poitrine, comme si son organisme tout entier cherchait à se débarrasser d'un corps étranger ou d'une molécule toxique, et une douleur insoutenable entravait sa respiration. Une plainte ancienne, lointaine, une plainte venue de son enfance ou de toutes les enfances, sortit de sa gorge. Elle n'avait jamais rien exprimé d'aussi horrible. Elle ne s'était jamais sentie aussi seule. Elle se laissa glisser sur le sol. Alors il lui sembla sortir de son propre corps, et elle se vit là, roulée en boule dans cette chambre d'hôtel, pauvre petite fille abandonnée, et elle éprouva une peine immense pour elle-même. Elle n'avait pas mérité ça. Au bout de quelques minutes, Bruno quitta la fenêtre. Il s'approcha d'elle, l'aida à se relever et la prit dans ses bras. Si je comprends bien, une gamine de 6 ans est kidnappée en pleine journée par un malade qui lui arrache les ongles et les dents pour les envoyer à sa mère, et 6 jours plus tard, on est toujours comme des cons. Lionel Terry était connu pour son sens de la synthèse. Vu l'ambiance, il était périlleux de nuancer. Cédric Berger prit la parole. Mélanie Clos nous a signalé que les 2 dents du bas de Kimi bougeaient, quelques jours avant sa disparition. Le docteur Martin nous a confirmé que la dent découverte dans l'enveloppe était l'incisive centrale mandibulaire droite, la 41 pour être précis. Il est vraisemblable qu'elle soit seulement tombée, comme tombent généralement les dents de lait des enfants à cet âge. Ça, c'est du renseignement. Clara se lança. Ce n'est peut-être pas un détail. Le ravisseur a envoyé une dent. Il ne prétend pas l'avoir arrachée. Il nous donne la preuve qu'il détient la petite. Sur la photo, Kimi porte un caleçon et un sweatshirt à sa taille, mais ce n'est pas la tenue qu'elle portait le jour de sa disparition. À y regarder de plus près, ses vêtements ne sont pas neufs. Le ravisseur possédait donc des vêtements à la bonne taille, déjà portés, ou bien il les a achetés dans une friperie. Toujours est-il qu'il a pris soin de donner à la petite une tenue propre, ce qui en soi n'est pas inintéressant. Lionel Terry était beau joueur. En effet, et on n'a toujours rien sur cette putain de bagnole. Cédric Berger reprit la parole. Une Twingo, une Clio, peut-être une 206, au dire des témoins. Pas vraiment un modèle rare. Je rappelle qu'aucune des personnes actuellement autorisées à se garer dans le parking ne possède officiellement de voiture rouge, et qu'aucune n'a prêté son bip d'accès à quelqu'un de l'extérieur. En ce qui concerne les ex-propriétaires ou locataires ayant bénéficié de cet accès, l'ancien syndic, qui a été révoqué, est incapable de retrouver cette information. Ils ont jeté ou perdu une partie de leurs archives. Le silence se fit. Clara hésita, puis elle prit le relais. Le ravisseur a regardé suffisamment la télévision pour avoir l'idée de mettre des gants quand il envoie ses courriers écrits à la mère, et non aux 2 parents. Des messages qui font allusion à la chaîne que celle-ci gère sur YouTube. Les demandes arrivent par la poste, écrites à la main. À l'heure où n'importe quel dealer peut acheter un téléphone jetable et une carte SIM prépayée, il y a un petit côté old-fashion qui n'est pas pour me déplaire. En outre, le ravisseur n'exige pas de rançon pour lui-même, mais pour une bonne cause. Nous pouvons en douter, bien sûr, et cela reste à vérifier. Il demande à Mélanie Clos de verser un demi-million à une association qui a pignon sur rue depuis 20 ans, Enfants sans danger.
Ce pourrait être un message, et celui-ci me paraît d'autant plus limpide qu'il fait allusion de manière explicite à Happy Récré, car quand le ravisseur écrit « Ce n'est pas Instagram qui contrôle ta journée, c'est moi », la référence aux vidéos « Instagram contrôle notre vie » qui rencontre un succès fou sur la chaîne est plus que probable. Elle se tut un instant, hésitant à poursuivre. Lionel Terry l'encouragea d'un geste. « Je m'explique. Environ une fois par mois, pendant toute une journée, Mélanie Clos lance des sondages auprès de ses abonnés. C'est eux qui décident de tout. Quelles céréales Kimi et Samy vont avaler au petit déjeuner, quels dessins animés ils vont regarder, quel sweatshirt ils vont porter. Elle pose la question sur son compte Instagram et en quelques minutes obtient le résultat. La journée elle-même fait l'objet d'une nouvelle vidéo, montée et habillée d'effets graphiques qui est postée sur YouTube. Les dernières en date ont fait 5 ou 6 millions de vues chacune. Mélanie Clos n'a rien inventé. Seulement voilà, aujourd'hui ce ne sont pas les fans qui contrôlent sa journée, c'est le ravisseur de sa fille, et il lui demande de faire un gros chèque. Lionel Terry écoutait, tendu. Cédric Berger reprit la parole. L'association est une institution. Difficile d'imaginer qu'elle puisse avoir un lien avec le ravisseur. Néanmoins, le président, le trésorier et le secrétaire général seront entendus ici dans la journée. Évidemment, les parents veulent payer. Je les ai convaincus d'attendre, je revois Bruno Dior tout à l'heure. Il semble avoir pris les choses en main et il comprend nos arguments. Lionel Terry se racla la gorge. Ils ont le fric, j'imagine. Oui, les fonds peuvent être rapidement disponibles. Lionel Terry réfléchit un instant avant de conclure. Qu'il y ait un côté amateur dans tout ça, soit. Pour le coup, ça pourrait même avoir l'air d'un méchant canular. Sauf que la gamine est bel et bien introuvable depuis 6 jours. Alors je vous rappelle une chose. L'amateurisme n'exclut pas la perversion. Et l'improvisation n'est pas incompatible avec la barbarie. Alors on ne lâche rien. On ne bouge pas tant qu'on n'a pas la certitude que l'association est réglo et qu'elle sera prête à restituer l'argent si les parents le demandent. Ensuite, le cas échéant, on fait mine de céder. Si la petite est relâchée, il sera toujours temps de réfléchir à la manière de communiquer sur notre stratégie. Mais avant tout, il faut qu'on oblige le type à sortir du bois. La nuit venait de tomber et Mélanie relisait les commentaires de soutien et d'amour qu'elle continuait de recevoir sur son compte depuis la publication de la première vidéo et la confirmation par les médias que sa fille avait disparu. Ses chéris ne l'oubliaient pas. Savoir qu'ils étaient là, à ses côtés, était un tel réconfort. Des dizaines de mamans se disaient prêtes à cuisiner pour elle, à s'occuper de Samy ou à les accueillir chez elle. Des dizaines d'enfants exprimaient leur inquiétude et leur tristesse, avec des fleurs, des cœurs de toutes les couleurs et des émojis adorables. Elle avait créé une communauté. Ce n'était pas qu'un mot, c'était une réalité, une communauté dont elle était l'épicentre. Dans ce monde si dur, si violent, cela représentait beaucoup. It means a lot, avait dit un jour Kim Kardashian sur son compte Instagram, et elle avait raison. Depuis le tout premier jour, lorsque Mélanie s'adressait à ses abonnés, elle les appelait « mes chéris », parce qu'elle voulait leur dire son amour, parce qu'elle les chérissait. Il lui avait tant apporté, tout. Ses chéris étaient si nombreux qu'elle ne pouvait se les représenter un par un. Ses chéris formaient une sorte de famille immense et sans visage, une famille bienveillante, unie au-delà des générations, où petits et grands étaient représentés.
Elle aimait cette idée d'un public qu'il fallait satisfaire, contenter, auquel il fallait faire plaisir. Elle aimait cette récompense immédiate, si chaleureuse, si enthousiaste, qu'il lui offrait chaque fois qu'elle se manifestait. Elle avait besoin de leur attention, de leurs compliments. Il lui donnait le sentiment d'être quelqu'un d'unique, quelqu'un qui méritait d'être remarqué. Il n'y avait pas de honte à cela. Sa fille lui manquait horriblement. Le souvenir de son petit corps, collé à ses hanches quand elle venait se blottir contre elle, ses bras menus entourant sa taille, était insoutenable. Sa Kimi jolie, si sauvage, si indépendante. Elle ne ressemblait pas à la petite fille que Mélanie avait été. Elle ne ressemblait à aucune petite fille que Mélanie connaissait. Bien sûr, parfois il y avait eu des bouderies ou des pleurs. Depuis quelque temps, Kimi était d'humeur maussade. Elle rechignait à tourner certaines vidéos, non pas parce qu'elle n'aimait pas ça, mais parce que certains élèves de sa classe se moquaient d'elle. Madame Chevalier avait convoqué Mélanie pour en parler. L'institutrice lui avait posé des questions sur les tournages, comment cela se passait, à quelle heure, à quelle fréquence. Elle voulait tout savoir. Combien de temps Happy Récré prenait chaque semaine et combien de temps il restait pour jouer et s'ennuyer. S'ennuyer? Mais elle ne s'ennuie jamais, avait répondu fièrement Mélanie. Happy Récré était leur vie. Cela, cette femme ne pouvait pas le comprendre. Madame Chevalier disait que Kimi commençait à prendre conscience des choses, notamment du fait que les vidéos étaient vues par un grand nombre de gens, des gens qu'elle ne connaissait pas. Selon l'institutrice, cela provoquait chez elle de l'inquiétude. Elle trouvait Kimi fatigué, voire un peu déprimé. Cette femme est folle, avait pensé Mélanie. Cette femme n'avait aucune preuve de ce qu'elle avançait. Elle s'appuyait sur des impressions qui ne révélaient rien d'autre que ses préjugés. Mais l'institutrice avait continué. Elle prétendait que Kimi se bouchait les oreilles dans la cour dès qu'un autre enfant lui parlait de Happy Récré. Certains élèves, plus âgés, l'appelaient bébé sale ou bébé doudou. Un jour, Kimi avait pleuré parce qu'un garçon d'une classe supérieure lui avait dit, reproduisant sans doute mot pour mot les propos malveillants de ses parents, « Ta mère, elle va être dénoncée au tribunal des enfants. » Lors de ce rendez-vous, Mélanie avait écouté la maîtresse poliment, puis elle avait mis les choses au point. Il était hors de question que ces enfants soient l'objet de telles médisances. Elle les avait inscrits dans une école privée pour éviter ce genre de difficultés. Alors si Kimi ou Sami étaient victimes de railleries ou de moqueries, guidés par la seule jalousie, c'était au corps enseignant et à la direction de prendre des mesures. Voilà ce qu'elle avait répondu à Madame Chevalier, non sans une certaine fermeté. Dans les semaines qui avaient suivi, Kimi s'était montré de plus en plus réfractaire pour tourner les vidéos, au point que Mélanie s'était demandé si l'institutrice n'avait pas monté la tête de sa fille. Kimi se faisait prier pour tout. Elle oubliait son texte, n'écoutait pas les consignes et faisait mine de ne rien comprendre. Le principal sujet d'achoppement concernait les tenues qu'elle devait porter. À 6 ans, sa petite fille refusait catégoriquement d'enfiler jupe, robe, collants et, à vrai dire, n'importe quel vêtement connoté de manière féminine. Elle ne voulait plus entendre parler de la couleur rose, de la dentelle ni des volants. Cela mettait Mélanie hors d'elle, d'autant plus qu'à la veille de la sortie du film La Reine des Neiges 2, elle venait de signer un important contrat avec Disney. La marque leur avait fourni une série de déguisements, de jouets et de produits dérivés à mettre en avant sur la chaîne et les réseaux sociaux. Kimi n'avait jamais voulu enfiler la robe, ni le manteau de la Reine des Neiges, et Mélanie avait dû porter elle-même la couronne, les gants de satin et les boucles d'oreilles.
sans parler du jour où Kimi s'était enfermée toute seule dans cette salle de bain d'hôtel. Une enfant ne pouvait pas avoir une idée aussi tordue. Cela venait bien de quelque part. Et l'institutrice lui en voulait. Elle lui en voulait personnellement. Cette femme était jalouse de son succès, de ses vêtements, de sa vie. Cela crevait les yeux. Et cet air qu'elle arborait en regardant Mélanie lorsqu'elle venait chercher sa fille, ce sourire en coin, supérieur. De quoi se mêlait-elle ? Mélanie avait failli prendre rendez-vous avec la directrice de l'école pour dénoncer l'institutrice. Mais Bruno l'en avait dissuadée. Cela risquait de faire toute une histoire et Mélanie n'avait aucune preuve. Elle s'était rangée à l'avis de son mari. Bruno était moins émotif, moins affectif qu'elle. Il avait réussi à la calmer. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser à ces moments de conflit et ces souvenirs lui brisaient le cœur. Mais elle ne devait pas se laisser envahir par les pensées négatives, ni par toutes ces rumeurs qui avaient tenté de les atteindre. Elle devait rester forte comme elle l'avait toujours été. Bruno attendait le feu vert de la brigade criminelle pour effectuer le virement demandé sur le compte de l'association. Peu importait l'argent, elle aurait donné le double s'il le fallait. Alors que le jour commençait à décliner, Mélanie ouvrit le rideau pour observer la rue, regarder les gens marcher, parler, aller et venir, l'apaiser un peu. Soudain, elle songea qu'elle n'avait pas remercié ses chéris pour leurs nombreux messages. Depuis plusieurs jours, elle n'avait pas répondu. Pas une seule fois. Elle ne pouvait pas les laisser comme ça, sans nouvelles, sans un mot. Elle attrapa son portable et écrivit. « Merci à vous tous pour votre soutien et pour tout cet amour que vous nous donnez. Vous êtes nos étoiles dans la nuit noire, notre horizon dans cette épreuve. » Elle ajouta une dizaine d'émoticônes prières, deux mains jointes vers le ciel, et une émoticône étoile dans les yeux. Quelques secondes plus tard, les premiers cœurs et les premières émoticônes bisous apparurent. En quelques minutes, elle avait déjà obtenu 718 mentions j'aime. Elle sourit.